Il y a des dizaines de vidéos sur YouTube qui vous parlent des agents IA. Elles vous disent que c'est révolutionnaire, que ça va tout changer. Et elles finissent par vous faire un tuto de 10 minutes sur N8N. La réalité, aucune ne vous explique vraiment ce qui se passe sous le capot d'un agent IA. Aujourd'hui, moi j'ai envie de vous expliquer concrètement et techniquement comment fonctionne un agent IA. On va démonter le moteur pièce par pièce pour comprendre ce qui se passe dans cette machine et vous allez voir, c'est fascinant. Masterclass sur les agents IA, c'est parti. Bon voilà les amis, je vous prends de court, vous avez pas l'habitude sur la chaîne, hein. Aujourd'hui pas de Jarvis, pas de bras robotisés, pas de PCB les gars, on va parler agent IA, je vous sors une grosse masterclass sur le sujet. Bon pour la petite histoire, je l'ai précisé dans la vidéo de la semaine dernière, mais en étant amené à la préparer, j'ai commencé à approfondir le sujet des agents IA et j'ai compris que c'était bien plus profond que je ne le pensais. Et en fouillant un peu sur YouTube, je me suis aussi rendu compte que personne n'expliquait au final comment ça fonctionnait. Et donc j'ai décidé les gars de faire la masterclass ultime sur comment fonctionne un agent IA afin de remettre un peu les pendules à l'heure et que vous compreniez enfin comment ça fonctionne parce que je pense que c'est un gros sujet d'avenir et donc c'est important voilà, de comprendre finalement le fonctionnement technique derrière tout ça. Bon. Commençons par la définition la plus honnête que je puisse faire d'un agent IA. Un agent IA, les amis, dans sa structure la plus fondamentale, c'est juste un LLM classique qu'on fait tourner en boucle. C'est tout. Bon, et accessoirement, on lui donne quelques outils pour agir sur le monde extérieur à chaque itération, mais dans l'idée, c'est ça. Il faut vraiment comprendre qu'il n'y a pas de modèle spécial agent. Il n'y a pas d'architecture secrète, les gars. C'est le même LLM que vous utilisez quand vous posez une question à ChatGPT. Et par contre, ce qui va vraiment faire un agent IA, c'est tout ce qu'on va construire autour. Et pour comprendre, laissez-moi vous expliquer les différents niveaux de système. Le niveau 0 d'un agent IA, c'est le LLM tout nu, si je puis me permettre. Un LLM classique, vous connaissez, hein, c'est une fonction toute simple. Vous lui donnez du texte en entrée et il vous génère un texte en sortie. Je reviens pas sur le fonctionnement d'un LLM. Le problème, c'est qu'un LLM ne peut rien faire. Il peut pas envoyer un mail pour vous. Il peut écrire le mail, mais il peut pas l'envoyer. Et donc ça nous permet de passer au niveau 1, qui sont les LLM avec des outils. Et c'est ici que les choses commencent à devenir intéressantes. L'idée du tool calling, et là retenez bien cette phrase, c'est de donner au LLM la capacité de demander qu'on exécute des actions pour lui. Ok? Le LLM n'exécute pas les actions, le LLM demande à ce qu'on exécute des actions pour lui. Et c'est là qu'on a deux façons de faire ça. La première méthode, c'est le tool calling natif. Certains LLM, comme beaucoup de modèles chez Claude, ChatGPT ou encore Gemini, ont été entraînés spécifiquement pour produire des sorties structurées qui représentent des appels d'outils. Concrètement, ce qu'on va faire, c'est que dans les instructions qu'on donne au modèle, on décrit les outils disponibles, donc leur nom, ce qu'ils font, les paramètres qu'ils acceptent, et le modèle a appris pendant son entraînement à produire une sortie formatée quand il veut utiliser un outil. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'est vraiment des LLM qui ont été fine-tunés pour produire des sorties structurées qui permettent d'utiliser des outils, mais sinon ça reste des LLM classiques, ok? Et donc par exemple, si on lui donne accès à un outil de recherche web, on va dire, et qu'on lui demande quel temps il fait à Paris ou en Bretagne, et ben au lieu de répondre avec du texte, il va produire un objet structuré de ce type-là. Et point crucial à comprendre, le modèle n'a pas été modifié architecturalement pour ça. C'est le même réseau de neurones, le même transformer, les mêmes couches d'action. Il a simplement été entraîné à reconnaître quand on lui décrit des outils et à produire la sortie structurée quand c'est pertinent. Donc le tool calling natif, c'est juste du texte structuré que le modèle a appris à bien produire. Et ça me fait passer à la deuxième méthode qui est le tool calling artisanal. Et ça répond à une question que je me posais pour vraiment comprendre au final comment fonctionnaient les agents. Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible de créer un agent IA avec un LLM qui n'a pas été entraîné spécifiquement pour faire du tool calling? Et la réponse est oui les amis. Totalement. Vous pouvez utiliser un LLM sans tool calling natif pour créer un agent IA. Et comment on fait ça? Tout simplement avec du prompting. En fait, on va tout simplement écrire dans les instructions au modèle qu'il a accès à des outils. Voilà les outils auxquels il a accès et que pour les utiliser, il doit tout simplement sortir une réponse structurée dans ce style. Et par la suite, dans notre code, on va analyser la réponse du modèle. Et si on détecte le format qu'on lui aura demandé pour
faire du tool calling, et ben il va utiliser l'outil correspondant et renvoyer le résultat au modèle. Et donc c'est vraiment exactement le même principe que le tool calling natif, ok? Sauf que c'est nous qui définissons le format pour le LLM et qui allons analyser la sortie au lieu que ça soit généré automatiquement par l'API. La différence entre ces deux méthodes, c'est une question vraiment de fiabilité. Vous l'aurez deviné, mais forcément un modèle entraîné pour ça va être beaucoup plus efficace qu'un modèle qui ne l'est pas. Et donc faire du tool calling natif, c'est quand même beaucoup plus fiable que la méthode artisanale. Mais en tout cas, sachez que c'est possible de faire un agent IA avec un LLM qui n'a pas été entraîné pour ça. C'est simplement que les LLM avec du tool calling natif ont été fine-tunés, voilà, pour utiliser au mieux ces outils. Le principe fondamental entre les deux est strictement identique. Et tout ça, ça nous fait passer au niveau 2 dans lequel on va passer d'un simple LLM avec des outils à un véritable agent. Un LLM avec des outils, c'est pas vraiment un agent IA à proprement parler, tu vois. Un LLM avec des outils, c'est juste, bah voilà, l'humain demande quelque chose, le LLM utilise un outil, il répond et c'est fini. Un agent, ou en tout cas un agent avancé, c'est quand on va ajouter de l'autonomie dans la boucle. Avec un agent, donc un agent avec un grand A, si je peux me permettre, l'humain va donner un objectif. Et le LM va alors réfléchir à comment l'atteindre. Il va exécuter une première action, observer le résultat, décider de la prochaine action, exécuter, observer et continuer comme ça jusqu'à ce qu'il a décidé qu'il a terminé. Donc par exemple, si vous lui dites « code-moi un site web », eh ben, il va créer un plan d'action et itérer jusqu'à terminer. On va rentrer plus en détail par la suite justement sur comment ça fonctionne sur le plan architectural, ne vous inquiétez pas, mais en tout cas ce qu'il faut comprendre c'est que voilà, un agent avec un grand A, c'est un LLM avec des outils mais autonome. Finalement ce qui rend agent, c'est que le LLM a le contrôle du flux et a aussi une capacité de réflexion. Il a son objectif en tête, il connaît ses outils, il a sa stratégie et il va itérer jusqu'à atteindre cet objectif et il va savoir quand s'arrêter. Ok, maintenant qu'on a les idées générales, je vous propose de descendre dans les entrailles de la machine. Comment ça marche concrètement les amis, ligne par ligne? Eh bien, le code d'un agent les gars, c'est très simple. Voici un petit code très simplifié pour que vous compreniez l'architecture d'un agent. Comme vous pouvez le voir, c'est étonnamment court. Ce qui se passe tout simplement, c'est que d'abord, on va préparer une liste de messages. C'est la conversation qu'on va envoyer au LLM. Elle contient les instructions du système avec notamment les fameux outils que l'agent peut utiliser, mais aussi le message utilisateur. Et ensuite, on envoie tout ça dans la boucle et à chaque tour, on va envoyer toute la conversation au LLM, il va générer sa réponse. Si la réponse contient l'utilisation d'un outil, on exécute l'outil, on ajoute justement l'utilisation de cet outil à l'historique et on reboucle. Et si la réponse ne contient pas d'utilisation d'outil, on considère que c'est la réponse finale et donc on sort de la boucle. Eh bien, ce système tout simple, sachez que c'est le système qui fait la grande majorité de l'écosystème des agents, que ça soit LangChain, CrewAI, AutoGen, tous ces frameworks, les gars, c'est fondamentalement juste des versions plus sophistiquées de ce code dans lesquelles ils ont juste rajouté de la gestion d'erreurs, de la mémoire, du parallélisme, mais le cœur vraiment des choses, c'est ces quelques lignes. Bref, en tout cas, voilà un peu les grands points. Et maintenant, j'ai envie qu'on passe probablement à l'élément le plus important pour les agents IA. Et cet élément, c'est l'orchestrateur, les amis, la pièce la plus importante du puzzle. L'orchestrateur, pour faire simple, c'est tout le code qui n'est pas le LLM, ok? C'est tout le programme autour que le développeur va écrire et qui fait tourner toute la machine, ok? Le LLM, c'est vraiment le moteur des raisonnements, c'est toute la logique autour. Et donc, vous commencez à comprendre que c'est vraiment une pièce primordiale, parce que par exemple, le LLM ne va jamais toucher à Internet, il va jamais toucher un fichier, il va jamais exécuter du code. C'est toujours l'orchestrateur qui fait le travail réel. Et donc, l'orchestrateur a une quantité de missions abominable, voilà. Laissez-moi vous présenter rapidement ses rôles principaux, vous allez voir, c'est hyper intéressant et c'est surtout des éléments très importants à garder en tête. Le premier rôle, c'est de gérer la boucle principale. C'est la fonction la plus fondamentale, vous l'aurez peut-être deviné. C'est lui qui va faire toute la logistique de quand appeler le LLM, quand utiliser des outils ou encore quand la boucle s'arrête. On passe au rôle numéro 2 qui est de gérer le contexte qui va être envoyé au LLM. C'est un rôle crucial mais qui est très souvent sous-estimé. En fait, à chaque tour de boucle, parce que oui, pour rappel, le LLM, encore une fois, c'est une boucle qui tourne en continu, et l'orchestrateur va décider ce qu'il faut envoyer au LLM. Et c'est souvent là que les bons orchestrateurs se distinguent des mauvais. Par exemple, si on prend Cursor, l'éditeur de code IA,
tout le monde connaît, et bien quand vous allez lui demander par exemple corrige-moi le bug dans cette fonction, l'orchestrateur ne va pas se contenter d'envoyer votre phrase au LLM, vous l'aurez peut-être deviné, mais il va repérer automatiquement le contenu du fichier que vous avez ouvert, il va repérer les fichiers liés, les imports, les dépendances, les erreurs dans le terminal, et il va impacter tout ça dans le message envoyé au LLM. Et vraiment, il faut comprendre qu'aujourd'hui, une bonne partie de ce qui rend un agent performant, c'est pas le modèle en lui-même, mais c'est vraiment tout le code autour qui lui donne finalement les bonnes intentions au bon moment. Le troisième rôle, c'est tout simplement d'analyser la sortie du LLM. Quand le LLM répond, l'orchestrateur doit comprendre ce que le LLM veut faire. Avec le tool calling natif, encore une fois, c'est très simple, c'est juste une sortie structurée, mais avec la méthode artisanale, c'est là que ça demande un peu plus de créativité, si j'ai envie de dire, ou alors de rigueur. Et si le LLM a mal formaté sa sortie, c'est là que c'est important d'avoir un orchestrateur bien conçu pour qu'il puisse gérer ces problèmes de sortie, soit en essayant de réparer justement la syntaxe, soit en renvoyant un message au LLM pour que le LLM fixe ce problème de structure. Et les gars, encore une fois, on est d'accord que l'orchestrateur, c'est pas de l'IA, c'est juste des codes avec des règles logiques définies par le développeur, mais du coup, c'est vraiment au développeur de se projeter et d'imaginer tous les cas d'usage pour pouvoir répondre à toutes les situations ou problèmes potentiels. Quatrième rôle, c'est tout simplement d'exécuter les outils, je pense que j'ai pas besoin d'insister là-dessus, mais l'orchestrateur, c'est celui qui détient les vraies capacités d'action. Du coup, c'est lui qui va maintenir un registre d'outils. Et donc, quand le LLM va avoir sa sortie structurée pour appeler un outil, c'est l'orchestrateur qui va déclencher l'utilisation de cet outil. Donc, par exemple, ça peut être d'utiliser une API de recherche, de recevoir les résultats, de les reformater, de les renvoyer au LLM. Cinquième et avant-dernier rôle, ne vous inquiétez pas, on arrive bientôt au bout, mais ça vous montre que l'orchestrateur a vraiment un rôle, encore une fois, primordial. Ce rôle, c'est de gérer la fenêtre de contexte. Et ça, les gars, c'est un problème technique fondamental. La fenêtre de contexte du LLM, qui est donc la quantité de texte qu'il peut lire en une fois, est limitée, forcément. Même les modèles les plus avancés finissent par atteindre cette limite après 30 ou 50 actions à la suite, parce que pour rappel, à chaque fois que le LLM réalise une action, cette action et le résultat de cette action sont remis dans le contexte, ok? Et donc à la fin, vous pouvez vous retrouver avec un contexte qui fait la taille de la Bible, et donc l'orchestrateur doit justement surveiller à la taille de ce message et intervenir si besoin. Et si le message devient trop long pour le LLM, plusieurs techniques existent pour répondre à ce problème. On a par exemple la technique de la synthèse glissante, ça vous le savez peut-être, mais en gros ce qui se passe, c'est que l'orchestrateur va demander au LLM de faire un résumé condensé de tout le contexte et va ensuite remplacer justement l'historique par ce résumé, ce qui permet donc de libérer de la place. Par contre, on peut perdre des détails. La deuxième technique, c'est l'élagage sélectif. Avec cette technique, on garde le prompt system, l'objectif initial et seulement les dernières interactions. Et en gros, toutes les étapes intermédiaires sont supprimées. Encore une fois, il y a des avantages et des défauts, mais voilà, c'est une technique à connaître. Et troisième technique, c'est d'implémenter une mémoire externe. Et en gros, dans cette technique, tous les résultats importants vont être stockés par exemple dans une base de données externe, base de données que le LLM peut reconsulter à la demande. Donc voilà, l'orchestrateur, encore une fois, va être chargé de gérer cette fenêtre de contexte. Sixième rôle de l'orchestrateur, les amis, c'est d'assurer la sécurité du système. L'orchestrateur, si je puis me permettre de dire, est le dernier rempart entre le LLM et le monde réel. Et donc, c'est lui qui va implémenter tous les garde-fous pour pas que le LLM fasse n'importe quoi. Donc, par exemple, est-ce que l'outil demandé existe? Est-ce que l'action est dangereuse? Est-ce que vraiment supprimer le fichier en question par le LLM est si important que ça? Est-ce que envoyer ce mail de démission au boss est vraiment pertinent? Est-ce que effectuer ce paiement pour se payer une formation e-commerce à 3500 € est vraiment le bon choix? Bref, plein de questions que l'orchestrateur va pouvoir gérer pour éviter que le LLM fasse des énormes conneries. Et l'autre point, c'est aussi de s'assurer que le LLM ne tourne pas en boucle, parce que là, vos frais API vont monter en flèche s'il reste bloqué sur une situation qui va tourner en boucle. Et donc encore une fois, c'est l'orchestrateur qui va devoir être programmé pour gérer tous ces types de situations. Et finalement, septième et dernier rôle, petit rôle mignon, mais tout simplement, l'orchestrateur peut avoir la responsabilité de gérer certaines infos pour l'interface utilisateur. Voilà, le LLM génère parfois des blocs de raisonnement interne, des métadonnées ou encore des scratchpads.
On évoquera ça tout à l'heure, mais en gros c'est dans l'orchestrateur que vous pouvez décider quoi montrer ou quoi cacher. Et donc par exemple quand vous utilisez, je sais pas, Claude Code, vous pouvez voir toutes les différentes étapes de réflexion et voir ce que le LLM et l'orchestrateur font en temps réel. Et tout ça, voilà, c'est des informations qui peuvent être affichées via l'orchestrateur. Bref, en résumé, vous avez compris les gars, mais l'orchestrateur c'est vraiment le vrai cerveau opérationnel du LLM. Ok, maintenant on arrive à la partie qui moi m'a le plus intrigué les gars, vraiment la partie que je trouve la plus intéressante, vous allez voir. En gros, vous avez sûrement remarqué, mais les agents les plus poussés ont cette capacité à planifier, à s'organiser ou encore à se souvenir de ce qu'ils ont fait. Et par exemple, vous pouvez demander aujourd'hui à Cursor de vous développer un site web de e-commerce de A à Z et Cursor va vraiment s'organiser pour faire ça. Moi, je trouve ça juste ouf. Comment c'est possible qu'il ait cette autonomie pour réaliser toutes ces actions et à réaliser un projet de A à Z. Je trouve ça assez ouf et donc j'ai creusé. Vous allez voir, c'est ultra intéressant, c'est pas très complexe, mais c'est vraiment trop stylé. Bon, le problème fondamental, vous le savez sûrement, mais un LLM, c'est complètement amnésique. Par défaut, le LLM ne retient rien entre deux messages. À chaque fois que vous l'appelez, c'est un peu comme s'il se réveillait sans aucun souvenir. Et donc, ce qui veut dire qu'en fait, la mémoire, entre guillemets, c'est tout simplement les échanges passés qui vont être réinjectés dans la conversation ensuite à l'avenir et ça va lui permettre de se rappeler au final de ce qui avait été dit et de répondre en conséquence. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, quand le LLM a un gros objectif à réaliser, il va pas se souvenir d'avoir fait un plan en amont et ensuite suivre les étapes, ok ? Il va falloir trouver un système finalement pour lui réinjecter, voilà, un plan pour les étapes suivantes. Laissez-moi vous expliquer concrètement comment ça marche. Quand l'agent va avoir une tâche complète qui nécessite plusieurs étapes, la technique la plus simple, ça va être de demander au LLM de formuler un plan avant d'agir. Ok ? Et donc on va lui donner des instructions, par exemple, quand tu reçois un objectif complexe, commence par écrire un plan étape par étape, exécute les étapes une par une, après chaque étape, vérifie si le plan est toujours pertinent. Et donc quand l'utilisateur dit « fais-moi une analyse comparative des prix immobiliers entre Lyon et Bordeaux », au premier tour, le LLM reçoit donc la demande, il va générer ce plan d'action, donc par exemple, il va commencer à sortir en output « voici mon plan, étape 1, chercher les prix à Lyon, étape 2, chercher les prix à Bordeaux, étape 3, comparer et synthétiser, je commence par l'étape 1, et il va commencer du coup par l'étape 1 en appelant l'outil de recherche. Au tour suivant, le LLM va tout recevoir, que ça soit la demande initiale, le plan d'action qu'il a créé, son appel d'outils et les résultats de la recherche. Il relie tout ça, il va comprendre donc qu'il est à l'étape 2, il va continuer et ainsi de suite jusqu'à finir la mission. Le plan vit donc dans l'historique de conversation. La deuxième technique pour s'organiser quand l'agent a une mission plus conséquente, c'est la technique du scratchpad ou encore du bloc-notes structuré. Ce qui va se passer, c'est qu'on va donner au LLM un espace dédié pour maintenir son état mental. Attention, ce n'est pas un psychologue, c'est un scratchpad. Et donc, on lui dit de produire un bloc structuré à chaque étape. Voici un exemple dans notre cas. Et ce qui est intéressant, c'est que ce scratchpad, il force le LLM à resynthétiser où il en est à chaque tour. C'est un peu comme s'il faisait un auto-résumé permanent au final. Le modèle est beaucoup moins susceptible de dériver ou d'oublier une étape. Donc voilà, ça c'est un peu les deux techniques principales pour suivre un plan d'action complexe, mais par contre, elles comportent des limites importantes. Déjà, première chose, le LLM peut à tout moment décider de modifier son plan, de partir dans une direction inattendue ou d'oublier une étape même s'il la voit dans l'historique. Le plan est une suggestion qui se fait à lui-même, mais pas une contrainte rigide. Et donc, un résultat intermédiaire inattendu peut tout simplement le faire changer d'avis et le faire dériver. Le deuxième problème, c'est les hallucinations dans la boucle. Si un outil renvoie tout simplement un résultat ambigu ou partiel, le LLM pourrait tenter de combler ces trous en inventant des données plutôt que relancer des recherches. Bref, c'est le principe des hallucinations au final. Et évidemment, c'est toujours un vrai problème. On a également le problème de la boucle infinie que j'avais un peu évoqué plus tôt avec l'orchestrateur. En gros, il y a des situations qui peuvent faire que le LLM se retrouve coincé. Et donc, dans ces cas-là, par exemple, il peut appeler le même outil avec les mêmes paramètres en boucle ou alterner entre deux actions sans jamais avancer. Et c'est pour ça qu'un agent bien construit a un compteur de tours maximum. Et ça, si vous avez suivi, c'est évidemment tous ensemble
dans l'orchestrateur. Et finalement, le dernier problème majeur un peu, c'est la perte de cohérence. En fait, plus la conversation est longue, plus le LLM a du mal à garder une vision d'ensemble. Et même s'il a tout l'historique sous les yeux, en fait, son attention se dilue s'il est trop long, cet historique. Et les informations en début de conversation ont moins d'influence que celles à la fin. Et donc, encore une fois, on revient à cette histoire d'orchestrateur qui doit retravailler le contexte qu'on va donner au LLM. Bref, voici des grosses limites qu'on peut rencontrer avec les agents IA. Et là, vous allez peut-être me dire, mais moi, j'utilise Claude Code ou Cursor au quotidien et franchement, je les trouve quand même plutôt fiables. Eh bien, en effet, vous l'aurez deviné, mais il y a des moyens de compenser ces faiblesses. Les développeurs vont utiliser des garde-fous via l'orchestrateur pour essayer de limiter au maximum ces problèmes. Par exemple, je l'ai évoqué, mais le limite de tours. On va lui imposer un maximum de 30 tours, c'est-à-dire 30 boucles avant de forcer l'arrêt. Pourquoi je parle comme Jamie dans C'est pas sorcier, j'en sais rien. Bon, j'arrête de parler comme ça, mais on peut aussi faire de la validation des sorties. Donc par exemple, avec des règles logiques, le code vérifie que l'outil demandé existe bien, ou encore que les paramètres sont valides. Si c'est pas le cas, on revient vers le LLM en disant de régler le problème. On peut faire de la détection de boucles un peu plus intelligente que limiter les tours. Par exemple, ce qu'on va faire, c'est que si on remarque que le LLM appelle 2 fois le même outil avec les mêmes paramètres, le code intervient et lui dit « Oh, qu'est-ce que tu fais là ?» Un autre point, ça serait de potentiellement mettre du contrôle humain. Pour les actions dangereuses, on peut demander une confirmation humaine avant de réaliser la tâche. C'est ce que vous voyez notamment dans, encore une fois, Cursor ou Claude Code. Parfois, ils vous demandent l'autorisation avant d'effectuer certaines commandes. Bref, voilà un peu les manières de contourner ou de limiter ces problématiques. Vous l'aurez compris, par contre, tout ça, c'est l'ingénierie pragmatique, c'est-à-dire qu'on ne résout pas à proprement parler les faiblesses du LLM, mais par contre, on tente de construire des filets de sécurité autour pour les limiter au maximum. En développement logiciel, un design pattern, c'est une recette éprouvée pour résoudre un problème récurrent. Au lieu de réinventer la roue à chaque fois, on applique un schéma connu qui fonctionne. Et bien, dans le monde des agents IA, c'est pareil. Ce sont des architectures de boucles qu'on a identifiées comme efficaces pour résoudre différentes tâches. Chaque pattern organise différemment la façon dont le LLM réfléchit, agit et se corrige. J'ai 6 design patterns principaux à connaître. Laissez-moi vous les présenter rapidement. Pattern numéro 1, le React, raisonner puis agir. React, ça vient de Reasoning plus Acting. Le principe, c'est de forcer le LLM à alterner entre raisonnement explicite et action. À chaque tour, il doit d'abord penser, puis agir, puis observer le résultat. L'avantage de forcer cette structure Thought, Action, Observation, c'est que la phase Thought oblige le LLM à raisonner explicitement avant d'agir. Sans ça, il a tendance à enchaîner les actions sans réfléchir, ce qui mène à des dérives. C'est le pattern le plus polyvalent, c'est un peu le couteau suisse finalement des agents et il marche bien pour la majorité des tâches. Sa faiblesse par contre, c'est que le LLM avance étape par étape sans vision d'ensemble. Il peut donc résoudre chaque sous-étape correctement mais perdre un peu une vision d'ensemble. Le pattern numéro 2, c'est le plan and execute. Planifier et exécuter. Ici, on sépare explicitement la planification de l'exécution. Ce qui va se passer, c'est que d'abord le LLM va construire un plan d'action complet et il va ensuite exécuter chaque étape une par une. La différence avec React, c'est que React, c'est un flux continu. Ici, il y a une vraie coupure entre planification et exécution. Le planificateur peut d'ailleurs même être un LLM séparé de l'exécuteur. Et la variante sophistiquée, c'est qu'après chaque étape d'exécution, l'orchestrateur renvoie le résultat au planificateur qui peut réviser le plan, si nécessaire. C'est donc idéal pour les tâches complexes et longues, par exemple rédiger un rapport de 1 page, coder un site web ou encore faire de l'analyse multisource. Mais par contre, sa faiblesse, c'est que le plan initial peut être mauvais ou trop rigide et donc si la réalité ne correspond pas à ce que le LLM avait anticipé, le plan peut devenir obsolète. On passe maintenant au troisième pattern design les amis. Allez, on reste fort les gars, c'est le pattern de réflexion, s'auto-critiquer pour améliorer. Vous allez voir là, c'est hyper intéressant, c'est un pattern vraiment élégant. L'idée c'est qu'après avoir produit un résultat, le LLM va évaluer la qualité de ce résultat et se donner un feedback, puis utiliser ce feedback pour s'améliorer. Oui, c'est très stylé. Ce processus marche particulièrement bien pour le code où le LLM peut non seulement se critiquer mais aussi lancer les tests et vérifier si tout fonctionne bien. On est donc sur
sûr, un pattern très stylé par contre qui a quand même une faiblesse importante, c'est que ça multiplie les appels au LLM et donc on est sur des coûts plus importants et qui prennent plus de temps. Et puis l'autre point, c'est qu'en réalité un LLM n'est pas toujours un bon critique de lui-même, hein. Il peut être trop complaisant ou au contraire s'enfermer dans des corrections inutiles. On passe au pattern numéro 4 qui est le pattern des multi-agents. C'est le fait d'avoir une équipe d'agents spécialisés. Vous l'avez compris, mais dans ce pattern, au lieu d'avoir un LLM qui fait tout, on a plusieurs agents spécialisés qui collaborent entre eux. Chacun a son propre prompt, ses propres outils et son propre rôle. Et concrètement, c'est l'orchestrateur qui va gérer la communication entre les différents agents. En général, on va avoir un agent chef de projet, entre guillemets, qui va être chargé de chapeauter un peu tous les autres agents et qui va décider qui va solliciter, et les résultats d'un agent sont donc transmis entre eux. Et des frameworks comme CrewAI ou Autogen que vous connaissez peut-être se sont construits autour de ce pattern en particulier. C'est vraiment un pattern puissant pour les tâches très complexes et variées. Un agent généraliste qui doit savoir coder, rédiger et analyser des données sera toujours moins bon que 3 agents spécialisés chacun dans leur domaine. Par contre, le désavantage, c'est que forcément, ça complexifie tout, hein. La communication entre les agents engendre des pertes d'informations et les coûts en appel LLM, encore une fois, sont très élevés. Pattern 5 et avant-dernier, c'est le Tool Use Per, le plus simple, les gars. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas commencé par celui-là, mais c'est vraiment le plus basique, hein. Ici, pas de planification, pas de réflexion, pas de multi-agents. On est juste sur un LLM avec des outils basiques qui répondent à un ou 2 tours. Voilà, c'est le classique finalement. J'insiste pas plus. Et on passe finalement au 6e et dernier pattern, les amis, qui est le pattern du routeur ou encore de l'aiguilleur intelligent. Vous l'avez remarqué, j'ai trouvé des noms plutôt sympas pour les patterns. J'espère que ça vous plaît. Dites-le moi en commentaire. C'est le mec qui demande n'importe quoi en commentaire. Ce qui va se passer, c'est qu'un premier LLM ou qu'une simple logique de classification va analyser la demande et la rediriger vers le bon pipeline spécialisé. Et donc, plutôt qu'un simple agent surchargé avec 50 outils et 10 pages de prompt, vous avez un routeur léger qui distribue vers des agents spécialisés, chacun optimisé pour sa tâche. Bref, voilà un peu les 6 principaux design patterns que vous pouvez retrouver quand vous allez créer des agents IA. Et là, je vous vois venir avec votre question. Non, ces patterns ne sont pas mutuellement exclusifs. Les vrais systèmes combinent ces patterns. Claude Code, par exemple, utilise un mélange de React, c'est-à-dire qu'il raisonne puis agit en boucle, de réflexion implicite, c'est-à-dire qu'il vérifie son travail en lançant des tests, et de tool use simple pour les actions directes. Bon, les amis, on a vu beaucoup de choses jusque-là. Voilà, il faut peut-être digérer un peu tout ça. Et justement, pour vous rendre ça un peu concret, ce que je vous propose, c'est tout simplement qu'on s'attaque à des exemples concrets en regardant comment fonctionnent 2 agents de code que j'ai déjà évoqués à peu près 50 000 fois dans cette vidéo, qui sont donc Claude Code et Cursor. Commençons justement par Claude Code. Bon, Claude Code, je vous le présente pas, hein, mais c'est un agent en ligne de commande développé par Anthropic et il utilise le modèle Claude avec le tool calling natif. Ces outils vont être tout simplement, par exemple, de lire un fichier, d'écrire un fichier, d'exécuter une commande bash, de fouiller dans la codebase, bref, tout ce qui est lié au développement et au code. Imaginons maintenant que vous lui demandiez d'ajouter un système d'authentification à votre app, et bien voici ce qui va se passer dans la boucle. Le LLM reçoit donc votre instruction et le contexte du projet. Il commence par raisonner, je dois d'abord comprendre la structure du projet. Il appelle l'outil lire fichier pour examiner l'arborescence du projet. Il va ensuite recevoir le résultat, raisonner, donc par exemple c'est une app Express.js, je vais créer un middleware d'authentification. Il appelle alors écrire fichier pour créer le code, il appelle exécuter pour lancer les tests échouent, il relie l'erreur, corrige le code, relance les tests, il passe, il donne la réponse finale. Et voilà, c'est donc la boucle React classique avec de la réflexion implicite via les tests. C'est hyper simple les amis, mais c'est aussi hyper efficace. Cursor, lui, fonctionne sur des principes similaires. Voilà, si vous avez testé les deux, ça fonctionne à peu près pareil. Mais par contre, lui, son orchestrateur est particulièrement sophistiqué côté contexte. En gros, il va indexer votre codebase entière pour trouver les fichiers pertinent, il va injecter automatiquement les fichiers ouverts, observer les erreurs du terminal, le contexte autour de votre curseur, bref, il va pouvoir faire vraiment beaucoup de choses et faciliter au final la vie du LLM. Je l'ai déjà évoqué, mais encore une fois, les gars, tout se joue dans ce fameux orchestrateur. C'est la capacité à donner au LLM les bonnes informations au bon moment, au bon format. En tout cas, sachez que si vous aviez vu cette vidéo avant l'existence
de Cursor, vous auriez pu être milliardaire les amis. Oui, Cursor est simplement un fork de VSC avec un agent IA sous boucle React et un orchestrateur avec quelques règles logiques. Et oui, Cursor, les amis, est valorisé à 30 milliards de dollars. Mais en vrai, blague à part, les amis, si aujourd'hui vous comprenez tous ces enjeux d'architecture et tous les choix architecturaux que vous pouvez faire, vous pouvez très sérieusement créer des agents IA pour des cas concrets qui ont, disons, un intérêt très important pour la population et donc créer des boîtes très intéressantes. En tout cas, les amis, on arrive au bout de cette masterclass. Si je devais résumer celle-ci, je dirais qu'un agent IA repose sur 3 piliers. Le premier pilier, évidemment, c'est le prompt system. C'est la constitution de l'agent. Il va définir son comportement, ses habitudes de raisonnement ou encore comment il utilise ses outils. Un bon prompt peut évidemment transformer un agent médiocre en un agent excellent. Mais au-delà du prompt, j'espère que vous avez retenu le deuxième pilier. Et ça, je pense, c'est vraiment la clé, les gars, encore une fois, d'un bon agent IA. C'est l'orchestrateur. La qualité, les gars, du code qui gère la boucle, construit le contexte, qui gère la fenêtre de mémoire, qui détecte et corrige les bugs. C'est la pièce la plus estimée et pourtant, après ça, j'arrête de vous rabâcher le truc, mais c'est clairement la pièce la plus déterminante. Et troisième pilier, les amis, les outils. Évidemment, c'est le classique, hein. Structurez bien vos outils avec des descriptions claires, des sorties utiles et pas trop volumineuses, des comportements prévisibles. Si je puis me permettre l'analogie, les amis, un outil mal conçu, c'est un peu comme donner un tournevis tordu à quelqu'un qui ne voit pas ce qu'il est en train de visser. Autant dire que, voilà, c'est peine perdue. Et donc en fait, vous l'aurez compris, mais la pièce presque la moins importante du puzzle, c'est le LLM en question que vous utilisez. Un même LLM peut donner à la fois un excellent agent, ça peut être le meilleur agent du monde, comme un agent catastrophique en fonction de la qualité de ces 3 éléments, de ces 3 piliers. Le choix du modèle n'est finalement qu'une partie de l'équation. Donc voilà les amis, j'espère que vous comprenez maintenant un peu mieux comment fonctionnent les agents IA. J'ai essayé d'expliquer ça de façon un peu plus précise que d'autres vidéos tuto. La beauté des agents, vous l'avez compris, c'est qu'en réalité c'est une suite de choix stratégiques et architecturaux qui sont en fait voués à évoluer. Aujourd'hui, un agent c'est pas quelque chose de figé. C'est juste au final un concept. Vous pouvez vous-même imaginer de nouvelles façons de concevoir un agent IA et je pense qu'il va y avoir plein de nouveaux standards qui vont être développés dans les années et les décennies à venir. Et c'est pour ça que la recherche autour des agents est en fait un domaine plus actif que jamais parce qu'en fait il y a une infinité de façons de faire les choses. Et comme on dit dans l'IA, c'est pas celui qui a la plus grosse, c'est la façon dont vous l'architecturez. En tout cas les amis, petite masterclass sur les agents IA. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a les commentaires. Si vous avez des précisions aussi, je vous attends dans les commentaires les gars. J'ai envie de continuer à apprendre des choses. J'ai peut-être dit des conneries, je suis pas non plus un expert. Donc encore une fois, c'est dans les commentaires. Abonnez-vous, il y aura d'autres tutos, il y a les projets à côté. On apporte de la valeur sur cette chaîne. Et sur ce, je vous dis bisous.